Test, test, test. Bonjour, chers membres de notre institution. Le quorum étant atteint, nous pouvons ouvrir notre séance de ce matin. Et je voudrais vous remercier tout d'abord à vous, membres, les représentants, et d'être là, et aussi à nos invités. Merci d'être là à nouveau parmi nous ce matin. L'ordre du jour de ce matin consiste donc en 3 points. L'étude avant adoption du projet d'avis sur un projet de loi du pays portant maintien de la cotisation exceptionnelle pour contribuer à l'équilibre de l'assurance maladie du régime des salariés, en premier point. Ensuite, l'étude avant adoption du projet d'avis sur un projet de loi du pays portant institution d'une prime exceptionnelle pour les personnes bénéficiaires du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française octroyée au titre de l'année 2024. Et ensuite, nous aurons des questions diverses si vous en avez. Mais avant de passer à l'étude de ces points, je souhaite vous proposer une modification de l'ordre du jour, à la demande du rapporteur du premier dossier qui est retenu par des obligations professionnelles, mais qui tient à porter le projet d'avis concerné, celui relatif au maintien de la cotisation exceptionnelle pour contribuer à l'équilibre de l'assurance maladie. Aussi, je vous propose qu'en attendant son arrivée, nous procédions à l'étude du projet d'avis sur le projet de loi du pays portant institution d'une prime exceptionnelle pour les personnes bénéficiaires du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française octroyée au titre de l'année 2024. Alors, est-ce que cette proposition que je vous soumets à votre approbation, est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? On vote? D'accord. Il y a... OK. Il n'y a pas d'opposition? Merci. Donc, si la majorité est d'accord, on procède à la modification. Donc, vu que l'ordre du jour a été modifié, nous procédons à, tout d'abord, l'étude avant adoption du projet d'avis sur un projet de loi du pays portant institution d'une prime exceptionnelle pour les personnes bénéficiaires du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, octroyée au titre de l'année 2024. Aussi, j'invite les rapporteurs, messieurs Joël Carillo et Patrick Gallnon, à me rejoindre en tribune et à donner lecture du projet d'avis. Merci bien, messieurs. Yorana. Messieurs, je vous laisse la parole.
Là bah, tu le fais alors. Bonjour tout le monde. Et on remercie nos invités d'être présents. Et puis à vous tous d'être là, c'est merveilleux. Je vais peut-être passer la parole, là vous entendez mieux ? Je vais passer la parole à Patrick qui voudrait lire l'exposé des motifs. Merci Madame la Présidente. Bienvenue à nos invités, chers collègues. L'exposé des motifs. Par délibération numéro 02-2024 CA-CPS du 3 mai 2024, Wallon veut devoir créer une prime exceptionnelle au profit des bénéficiaires du régime de retraite des travailleurs salariés, régime de base, dit de tranche A. Le conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale a demandé au gouvernement de revaloriser les pensions de retraite de la tranche A de 2% afin de préserver le pouvoir d'achat des retraités. L'impact budgétaire pour la CPS est estimé à 789 millions de francs CFP. Toutefois, dans l'attente de la réforme de la protection sociale généralisée sur la retraite et pour l'exercice 2024, le conseil d'administration a émis le vœu que soit créée une prime exceptionnelle de 26 000 francs exonérée de CST de cotisation sociale au profit des bénéficiaires d'une pension de retraite de la tranche A et ayant cotisé au moins 5 années en Polynésie française. Afin de maintenir le pouvoir d'achat des retraités, qui se dégrade en raison de la persistance de l'inflation, et par solidarité avec les salariés ayant récemment bénéficié d'une revalorisation du SMIC de 2,3%, il est proposé d'octroyer une prime exceptionnelle uniforme de 26 000 francs CFP aux pensionnés du régime de retraite des travailleurs salariés, régime de base, dit de tranche A. Ce montant forfaitaire, contrairement à une revalorisation en pourcentage, favorisera davantage les petites pensions sur une période ponctuelle, contrairement à un engagement annuel qui produira des effets budgétaires sur le long terme. Les retraités bénéficiant d'un complément de retraite, allocation complémentaire de retraite ACR, afin d'atteindre le minimum vieillesse 85 000 francs CFP, pourront prétendre à cette prime sans abaisser le montant de leur allocation. Cette prime exceptionnelle concernerait 33 600 personnes percevant une retraite de tranche A et représenterait une dépense globale de 800 millions de francs CFP, financée par l'excédent de la branche retraite estimé à 3 milliards de francs CFP pour 2024. À titre d'exemple, pour un retraité ayant travaillé au SMIC pendant 25 ans, la prime de 25 000 francs représenterait un coup de pouce ponctuel de 33% de sa pension mensuelle, soit 2,7% étalé sur l'ensemble de l'année. Tel est l'objet du projet de loi de pays que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Donc notre projet d'avis, objet de la saisine. Le président de la Polynésie française soumis à l'avis du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française, CESEC, un projet de loi du pays portant institution d'une prime exceptionnelle pour les personnes bénéficiaires du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, octroyé au titre de l'année 2024. Deuxièmement, contexte et objectif du projet de loi du pays. L'Institut d'émission d'outre-mer, IEOM, indique que l'indice des prix à la consommation, IPC, a augmenté de 3,3% en moyenne annuelle en 2023, après plus 6,4% en 2022. Après un pic de plus 0,5% en glissement annuel en décembre 2022. L'inflation a décru jusqu'à plus 0,6% en décembre 2023, en lien avec la baisse des cours mondiaux des produits de base, notamment des hydrocarbures. L'Institut de la statistique de la Polynésie française, ISPF, confirme pour sa part qu'entre octobre 2023 et octobre 2024, l'indice général augmente de 1,6%. En moyenne, sur les 12 derniers mois, sa variation est de plus 1,1%. Le pouvoir d'achat des Polynésiens, et plus spécifiquement des retraités, qu'ils relèvent du régime général des salariés RGS ou des autres régimes, a nettement diminué ces dernières années en raison de l'inflation et de la hausse généralisée des prix. Par ailleurs, la pension de retraite des ressortissants du RGS n'a pas connu de revalorisation depuis le 1er janvier 2023. De ces constatations, le conseil d'administration de la CPS a réclamé une revalorisation des pensions de retraite à hauteur de 2%. Or, le pays et ses gouvernements successifs se sont engagés depuis plusieurs années à réformer la protection sociale généralisée, PSG, afin de la pérenniser et de garantir la protection sociale dont bénéficient les Polynésiens. Dans l'attente de ces réformes,
et afin de compenser en partie cette perte de pouvoir d'achat des retraités relevant du RGS, le pays propose de leur verser une indemnité exceptionnelle non soumise à cotisation avant le 31 décembre 2024. Troisièmement, observations et recommandations. Le projet de loi du pays appelle de la part du CESEC les observations et recommandations suivantes. 3.1. Une limitation aux ressortissants du RGS. La prime exceptionnelle est envisagée au seul bénéfice des pensionnés du régime de retraite des travailleurs salariés, aux bénéficiaires d'une pension de réversion du conjoint survivant ou d'orphelin du régime des travailleurs salariés ou du régime volontaire. Pour en bénéficier, les ressortissants devront, selon l'exposé des motifs, avoir cotisé durant au moins 5 années dans la limite du plafond de la tranche A. Les conditions et le montant seront fixés par arrêté pris en Conseil des ministres. Le CESEC recommande que ces conditions soient mentionnées dans le projet de texte soumis à l'adoption de l'Assemblée de la Polynésie française. La prime devrait ainsi bénéficier à 33 600 personnes et concernera également les ressortissants qui perçoivent l'allocation complémentaire de retraite, ACR, sans les pénaliser. Les ressortissants du régime de solidarité de la Polynésie française, RSPF, ne pourront donc pas en bénéficier. Or, ces derniers ont également subi une baisse de leur pouvoir d'achat. Selon les rédacteurs auditionnés, une prime du même ordre serait envisageable et finançable pour les ressortissants du régime de solidarité de la Polynésie française, RSPF. Le CESEC recommande qu'une prime équivalente soit versée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, Muniroa. 3.2. Un versement unique et fixe. Selon l'exposé des motifs, la prime exceptionnelle serait fixée à 26 000 francs CFP, quel que soit le montant de la retraite perçue. Le montant final sera acté par arrêté pris en Conseil des ministres. Il devrait correspondre à 2,7% de revalorisation étalée sur une année. Pour rappel, le conseil d'administration de la CPS avait sollicité une revalorisation de 2%. Les rédacteurs du projet estiment le montant global ainsi versé à 800 millions de francs CFP, soit 25% du solde excédentaire de la branche. En effet, selon le rapport de présentation du projet de loi du pays, la branche retraite de la CPS est excédentaire à hauteur de près de 3 milliards de francs CFP. Si le caractère excédentaire actuel de la branche retraite permet d'assurer le versement au titre de l'année 2024, les prévisions pour les exercices à venir sont plus difficiles. Les autorités en charge de la PSG ne peuvent, en état des données dont ils disposent, s'engager sur une éventuelle reconduction à titre des exercices suivants. Le CESEC prend acte de l'urgence et ici justifiée de permettre le versement au 31 décembre 2024, le budget consacré étant inscrit sur cet exercice auprès de la CPS. Dans l'intérêt des retraités, l'institution a ainsi accéléré son calendrier afin de se prononcer aussi rapidement que possible sur le présent projet de loi de pays. Il appartiendra aux autres autorités de s'assurer que les délais fixés par le gouvernement soient respectés. Par ailleurs, le CESEC a pris note que cette prime est qualifiée d'exceptionnelle et que la réforme globale de la PSG devra obligatoirement prendre en compte l'évolution des retraites. Il rappelle que, contrairement à celle versée en métropole ou au salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC, localement, les pensions de retraite ne connaissent aucune revalorisation automatique en Polynésie française. Leur évolution n'est pas précisée dans la lettre de cadrage budgétaire adressée par le gouvernement au conseil d'administration de la CPS. Elles ne connaissent d'augmentation que selon des vœux émis par le conseil d'administration de la CPS et après décision du pays. Cette situation empêche pour l'heure une réévaluation régulière des retraites selon l'évolution du coût de la vie ou selon l'inflation. Une indexation sur l'indice ouvrier pourrait par exemple être envisagée, notamment pour les pensions les plus faibles. Pour rappel, ce dernier a augmenté de 1,7% sur les 12 derniers mois. Le CESEC recommande d'intégrer dès que possible la réforme des retraites à celle plus globale de la PSG afin de ne pas devoir faire perdurer une telle prime dans les années à venir. Quatrièmement, conclusion. L'inflation constatée ces dernières années dans le monde comme en Polynésie française entraîne une perte du pouvoir d'achat qui touche toute la population et notamment les retraités qui subissent de plein fouet les différentes augmentations des prix et qui ne bénéficient pas d'une revalorisation automatique de leurs prestations. Afin d'aider temporairement cette population plus soumise aux augmentations constatées et dans l'attente d'une réforme de la PSG en profondeur, le pays propose le versement d'une prime exceptionnelle d'un montant envisagé de 26 000 francs CFP pour les ressortissants du régime général des salariés. Le CESEC rappelle que la réforme de la PSG est une priorité
et qu'elle doit prendre en compte l'ensemble des bénéficiaires. Il recommande ainsi, concernant le projet de loi du pays soumis à son avis, de préciser les conditions du bénéfice de la prime, d'étendre la prime aux bénéficiaires du Monirua ASPA, de s'assurer que le versement pourra être effectif à la date prévue, d'intégrer dès que possible la réforme des retraites dans celle plus générale de la PSG. L'institution estime enfin que les retraités doivent être mieux entendus et associés aux décisions sur les sujets de société. Ainsi, au regard des observations et recommandations qui précèdent, le Conseil économique, social, environnemental et culturel émet un avis favorable au projet de loi du pays portant institution d'une prime exceptionnelle pour les personnes bénéficiaires du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, octroyée au titre de l'année 2024. Merci bien, messieurs les rapporteurs. Je voudrais à présent ouvrir une parenthèse pour les salutations de ce matin. J'ai omis de vous présenter nos invités qui sont là. Au titre de la délégation interministérielle du dialogue social et de la PSG, nous avons M. Pierre Frébault, délégué. Au titre de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale, ARAS, nous avons Mme Merihere Guy, épouse Williams, qui est directrice par intérim. Et au titre du syndicat général autonome des retraités de Polynésie française, SGARP, Mme Gisèle Gray, qui est membre. Merci beaucoup. Je ferme la parenthèse. Je vous donne la parole, mesdames et messieurs les représentants. Méré. Merci Madame la Présidente, bienvenue aux invités. Alors j'ai juste une petite question. Comment a été choisi le volet de retraités qui pouvaient bénéficier de cette prime? Pourquoi on s'est arrêté qu'à la tranche A? Monsieur Gallon. Merci, Madame la Présidente. Non, lorsqu'on se limite à la tranche A, lorsque il a été question justement de cette prime, on a souhaité, le vœu du gouvernement, c'était de faire en sorte de favoriser avant tout les plus petites retraites. C'est pour ça que le principe a été de se dire, nous nous arrêtons à la tranche A, parce qu'en fait, c'est tout le monde qui touche la tranche A. Même ceux qui touchent la tranche B touchent aussi la tranche A. Donc tout le monde est, entre guillemets, servi. Mais bon, ce sont les plus petites retraites qui sont proportionnellement plus favorisées dans ces conditions-là, de 26 000 francs. Nous avions, au niveau du conseil d'administration, proposé 2% pour l'ensemble des retraités. Et après, ça s'est transformé donc en cette prime exceptionnelle. Donc c'est uniquement le fait que c'est pour favoriser les plus petites retraites. Mais bon, tout le monde est concerné par la prime. Raymonde. Merci Madame la Présidente. Bonjour à nos invités. Je n'ai participé qu'à une réunion de cette commission. Je voudrais savoir comment est-ce que le montant de 26 000 francs a été choisi. Merci. Monsieur Gallon. Merci. C'est lorsque le conseil d'administration a prévu l'augmentation de 2% pour l'ensemble des retraités, l'enveloppe était de 800 millions environ. Donc on a simplement divisé les 800 millions par 33 600 et on a trouvé 26 000 francs. 26 000 francs. Enfin un peu plus, et c'est comme ça qu'il a été décidé que c'est cette prime de 26 000 francs qui serait octroyée. C'est un simple calcul. Merci. Méré. Connaissez-vous le nombre de personnes retraitées qui touchent une retraite inférieure au SMIC?
Je n'ai pas en tête le chiffre, mais une grande partie touche inférieur au SMIC, entre 85 000 le Moniruo et le SMIC. Il y a une grande tranche, je crois plus de 33%, même plus 40% certainement. Je vous donnerai le chiffre, je ne l'ai pas en tête. Au moins 40% de l'ensemble des retraités touchent une retraite inférieure au SMIC. Mairie. Donc, si je comprends bien, toutes ces personnes, en fin de compte, leur retraite n'est pas revalorisée par rapport au SMIC. Quand le SMIC, en fin de compte, est revalorisé, ces personnes-là, en fin de compte, gardent toujours la même retraite, c'est ça? Et donc, je compte sur vous aujourd'hui pour que ce que nous recommandons puisse attirer l'attention de nos autorités pour qu'à l'avenir, justement, on puisse faire en sorte que ça soit, par exemple, sur l'indice ouvrier ou quand le SMIC augmente, au moins ceux des retraités puissent augmenter. C'est ce que l'on propose dans notre projet. Et je vous remercie d'insister comme ça. Ça peut permettre à nos autorités de bien nous entendre. Maca. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les invités Yorana, je tiens tout d'abord à féliciter nos deux rapports. Je ne fais pas partie de la commission, mais j'ai participé à une séance. Et je me rends compte qu'on a été bien au-delà, puisque vous avez proposé, et c'est pour ça que j'en félicite la commission, parce que vous avez proposé aussi ceux qui perçoivent les Moniruo de puissent bénéficier. Et j'estime que ce n'est que justice, hein, parce qu'à chaque fois qu'on revalorise ceux qui sont en activité, on oublie les retraités. Et souvent, les syndicalistes oublient qu'il y a aussi des retraités. Et alors, à chaque fois qu'il y a une... Parce qu'à chaque revendication, j'entends jamais ceux qui sont en activité dire « Ah, si on augmente de 1%, il faut au moins 0,50% pour les retraités. » Pour tirer un peu les retraités vers le haut, mais je me rends compte que la commission a été beaucoup plus, je ne dirais pas vindicative, mais elle avait beaucoup d'imagination de dire qu'il faut aussi étendre la prime. Et parce que les seules conditions, si un jour on arrive à mettre en place ce PSG, je crois qu'on n'a plus à mettre des roussines ou des pansements à chaque fois. Parce que là, si on n'arrive pas à mettre en place la PSG, c'est ce que j'ai pu comprendre, il faut déjà réfléchir l'année prochaine comment on va faire. Parce que c'est même pas une prime, c'est un petit cadeau. Pour ça, je tiens à féliciter nos rapporteurs et les membres de cette commission qui ont eu beaucoup d'imagination. Hein, parce qu'après, j'ai entendu les échanges, et j'ai trouvé formidable que vous avez même accéléré tout pour que nos retraités et ceux qui vont en bénéficier puissent en bénéficier au moins la première semaine de janvier et pas en février ou au mois. Mais j'ai cru comprendre aussi qu'ils demandaient à tout prix fin décembre. Et j'espère que notre délégué va être notre porte-parole auprès des décideurs pour insister sur le fait que nos retraités ont besoin pour Noël, pas pour fin janvier ou ni fin février. Merci, Monsieur Edgar. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à nos invités, bonjour tout le monde. En fait, ces derniers temps, quand on avait nos avis, à chaque fois, c'était dans un délai d'urgence. Et là, je vois que c'est un délai de 1 mois, alors que l'urgence est avérée, là. Donc, je ne comprends plus. Maintenant, la question, c'est est-ce que le pays aura le temps nécessaire de mettre en place cette prime-là? Parce que, bon, après, il faut qu'il se bouge hein, pour qu'il mette en place pour le 31. Donc, bon, dans la vie, je ne sens pas vraiment cette... autant les autres fois, on critiqué, parce que c'était dans l'urgence alors qu'on n'avait pas eu le temps. Là, je pense qu'on aurait pu aussi mettre peut-être quelque chose sur le délai d'urgence. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est dans le rapport, il est marqué que le régime de la retraite est excédentaire de 3 milliards. C'est bien cela. Donc, nous, on se dit toujours que on a du mal pour la retraite, on a du mal pour la retraite. Ce qui est bien là dans ce rapport-là, c'est qu'on le dit clairement que le régime de retraite n'a pas de souci. C'est excédentaire. Par contre, ce qui nous pose problème, c'est la santé. Et donc, c'est là où la PSG doit vraiment être modifiée et puis
Voilà, et c'est là où il y a l'urgence, quoi. Merci, Madame la Présidente. Merci. Certes, on est excédentaire cette année, mais il est normalement prévu qu'il y ait 36 milliards de réserves pour la retraite. Aujourd'hui, on n'en est qu'à 18. Donc, il en manque encore 18 pour que la réserve soit, je dirais, dans le cadre de la loi. Donc, c'est pour ça. Mais il est certain que s'il y a 3 millions d'excédents, on peut donner 800 millions aux retraités pour qu'ils passent un Noël à peu près correct. Et avant le 31 décembre. Oui, Madame la Présidente, si vous permettez, pour répondre à mon ami Edgar, on insiste lourdement en page 2 et 3 qu'il appartiendra aux autorités de s'assurer que les délais fixés par le gouvernement soient respectés. C'est eux-mêmes qui avaient fixé le délai, et je suis d'accord avec vous, c'est quand même bizarre qu'il ne nous ait pas proposé ça en urgence. Mais au niveau du CESEC, je voudrais remercier le président de la commission ainsi que tous les membres de la commission qui nous ont permis d'accélérer le processus, qu'on puisse présenter notre sujet aujourd'hui afin de donner le temps, au moins 12 jours, aux autorités compétentes qui puissent faire en sorte que ça passe à l'Assemblée, que le Conseil des ministres puisse prendre les arrêtés nécessaires afin que la CPS puisse verser cette somme-là dans les temps. On espère de tout cœur que ça puisse se faire évidemment le 31. Et vous avez raison d'insister, monsieur Taetoua, comme nous, on insiste auprès de nos autorités. Merci bien, Mireille. Je voudrais rebondir sur ce qu'Edgar a dit. À mon sens, le régime des retraites ne sera pas tout le temps excédentaire. Hein. Aujourd'hui, le ratio entre le nombre de salariés et le nombre de retraités il diminue. On a de moins en moins de salariés, il y en a plein qui deviennent des patentés. On a une population vieillissante, donc forcément, on aura de plus en plus de retraités. À un moment donné, ce ratio, quand il sera inférieur, on ne pourra plus payer les retraites, à mon sens. Herani, oui, pardon. Oui, je crois qu'on a fait une autosaisine concernant les salariés et les patentés. Donc, si les recommandations qu'on a émises dans cette autosaisine sont suivies par le gouvernement, ça risque de s'améliorer. Maintenant, si elles ne sont pas suivies, forcément, ça va continuer, puisque là, on est à 2 salariés pour un pensionné. Donc, mais l'objectif, c'est justement d'augmenter le nombre de salariés par pensionné. Herani. Merci Madame la Présidente. Le montant de la mesure est de 800 millions à peu près, c'est ce qui est estimé. La recommandation que le CESEC propose d'étendre à SPA, on a une idée à peu près de ce que ça représente. La mesure, elle représente 800 millions et nous, on recommande d'étendre cette mesure au Money Roll. Oui, pour les Money Roll, non, ça va pas être, ça va être de l'ordre de 70 millions. Oui. Par contre, nous suggérons aussi que ça puisse bénéficier au RSPF. Ça, c'est dans les mains des autorités, alors, parce que ça dépend directement du financement du pays. En fait, je reviens sur la recommandation. Le CESEC recommande qu'une prime équivalente soit versée aux bénéficiaires de la SPA. Cette prime équivalente, elle représente à peu près 70 milliards, alors ? Oui. Lucie. Oui, merci Madame la Présidente. Alors pour rebondir un peu sur les propos de M. Nouveau, alors la question est de savoir effectivement qui va payer effectivement, si on veut étendre au RSPF, c'est clair pour les salariés et machin, donc c'est calé, mais c'est plutôt, on préconise que ça soit étendu également à ceux qui relèvent du RSPF. C'est bien. Bon, le rapporteur vient de nous expliquer que c'est un budget, un montant de 80 millions. Ce n'est pas grand-chose où vous avez mené, mais qui va payer? C'est ça la question. Non, le RSPF, c'est le pays.
nous devrions poser la question. À mon avis, ça devrait être le pays. C'est lui Le qui- pays, Voilà. c'est le pays, RSPF, c'est le pays, madame. Martine? Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous les invités. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce qu'au niveau de la CPS, il y aurait la possibilité pour des entreprises selon un certain nombre, hein, on va dire, d'atteindre un certain nombre de salariés, d'avoir, on va dire, l'avantage ou comment dire ça, des prix, si on peut dire, au niveau des taxes de la CPS sur des tranches, voilà, sur la cotisation. C'est genre, je ne sais pas moi, je veux dire, mettons moins de 10 salariés, il y aurait une tranche différente des entreprises avec 50 salariés et plus, pour permettre justement peut-être la création de plus d'embauches, quoi, je veux dire. Et ne pas se retrouver avec plus de patentés. Enfin, c'est... Oui. Vous voyez un peu la... Non, j'ai compris la question, mais je pense que ça pourra être étudié en fonction de la réforme, dans la réforme de la PSG. Ça pourra être étudié. Est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas. Au niveau du gouvernement, je n'ai pas d'idée préconçue là-dessus. Mais pourquoi pas? Mais il faut que ça puisse donc être étudié, mais que ça puisse être différencié en fonction des salariés. Il ne faut pas qu'il y ait de discrimination. Hein. C'est tout. Voilà, c'est un peu la problématique. Si vous avez, je dis, un chiffre, 7 ouvriers, vous avez X. Si vous en avez 12 ou 11, comme par hasard, 11, au niveau où il y a des représentants, si eux devraient payer moins, vous voyez le problème. C'est un problème de discrimination. Il faudrait qu'on regarde bien attentivement, juridiquement, les textes. Mais pourquoi pas, si c'est prévu dans la réforme que c'est bien aménagé, pourquoi pas. Ce serait peut-être à envisager parce que des grosses boîtes, forcément, génèrent des revenus beaucoup plus conséquents. Oui, tu Et peux des y petites aller, ils ne sont entreprises pas là. qui se sont pas... Non, mais sérieux, je veux dire, des petites entreprises qui ne sont pas en mesure, Oui, mais c'est qui vrai. voudraient faire et qui voudraient embaucher, mais qui pourraient aussi se retrouver en difficulté, faute de pouvoir assurer tous les frais. C'est peut-être une réflexion Oui, à avoir. Hein. c'est envisageable. Ça éviterait le blague, ça éviterait des tas de choses, voilà. Voilà. Merci. Atonia? Yorana tout le monde, nos invités, Yorana. Ma question, c'est pour le montant de 26 000, c'est pour les personnes, les retraités qui sont moins de 85 000, c'est ça? Et au-delà, ils ne peuvent pas percevoir, hein? C'est pour tout le monde. Non, c'est ça ma question, hein? Parce que quand je regarde là, on dit ceux qui ont 85 000, donc c'est pour tout le monde, même ceux qui sont... ok. C'est juste pour dire que c'est une bonne initiative de la part de la CPS. Et bon, le gouvernement a voulu mettre le montant de 26 000. Pas assez, hein? Pas assez, mais c'est déjà un pas. Hein? Voilà, hein? Il faudra que quand même on essaye d'aller encore au-delà. Parce que ce n'est pas de maintenant, hein? Ça fait un bout de temps que la CPS n'a pas encore augmenté les retraités, hein? Le montant des retraités. Donc, voilà, Marou. Merci bien, Diana. Merci Madame la Présidente. Bonjour à nos invités, bonjour chers collègues. Alors, tout d'abord, je voulais féliciter les rapporteurs pour le travail effectué. Je voulais intervenir à la page 2 sur 3, au dernier paragraphe, quand vous dites que contrairement
à métropole où la revalorisation des retraites elle se fait systématiquement, je trouve que c'est une très très bonne idée, puisque actuellement le pouvoir d'achat, aussi bien des actifs que des retraités, est au cœur de tous les sujets d'actualité. J'aurais aimé qu'on mette en gras, mais c'est juste un petit détail pour dire que c'est une réflexion qu'il faut vraiment prendre et tenir compte, parce qu'en fait, lorsqu'on est retraité, la hausse des prix concerne aussi les consommateurs, comme disait Maca. Donc je trouve que c'est une très bonne analyse de la Commission. Et c'est vrai que on a tendance à ne pas copier-coller, mais il y a quand même des mesures qu'il faut prendre en compte. Et je vais voter favorablement au projet d'avis proposé. Merci. Merci bien, Mairie. Merci, Madame la Présidente. Alors, selon la demande de Diana, on pourra mettre en gras, si tu le souhaites, hein, s'il n'y a pas d'objection. Voilà. Et ce que disait notre collègue, c'est-à-dire que si tout le monde touche 26 000 francs, les petits, ceux qui ont des toutes petites retraites, sont largement favorisés avec 26 000 francs que s'il y avait un pourcentage. Mais l'idéal, ce serait d'avoir 26 000 francs et le pourcentage. Mireille. Alors, je vais juste rappeler, je ne me suis pas présentée, j'appartiens au Collège des entreprises, donc je me permets de réagir à ce que Martine elle a dit. J'ai l'impression que moins tu emploies, plus tu dois avoir d'aide. Je ne suis pas trop d'accord sur ce principe, sachant qu'aujourd'hui, le gouvernement a lancé des mesures d'aide à l'emploi, je ne sais plus comment ça s'appelait, parce que ça change tellement de nom, Fatura, et bien d'autres aides. Donc, ces petites entreprises peuvent en bénéficier. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Développer le salariat. Sinon, tout notre régime va tomber. Donc, quand on me dit que les grosses entreprises, etc., on nous voit comme les gros méchants, je suis désolée, je ne peux pas. Un autre avis? Avec qui, pardon? Bonjour à tous, bonjour à nos invités. Merci Madame la Présidente de m'accorder un petit moment pour m'exprimer. J'aimerais revenir sur les 4 points de recommandation faites par les membres de la Commission. Parce que je trouve que dans la réponse que M. Gallon vient de nous donner sur le premier point, je trouve que la réponse elle est un peu antinomique quand on dit que les 26 000 vont couvrir l'ensemble des pensionnés de retraite. Et ici, on vient demander une précision sur les conditions du bénéfice de la prime. Je ne vois pas trop l'intérêt, puisque de toute façon, ça doit couvrir l'ensemble des retraités. Sur le deuxième et troisième point, pour toujours ces revendications, je rejoins effectivement les interventions de M. Mourani Nouveau et de M. Edgar Teyatoua quant à sa préoccupation sur la date effective de ce projet de notre pays, sur la mise en œuvre en tout cas, l'entrée en œuvre de la mesure. Et enfin, par rapport à la 4e recommandation, on pose clairement le fait d'intégrer dès que possible la réforme des retraites dans celle de la réforme plus globale de la protection sociale généralisée. Je voulais juste faire une observation à ce niveau-là. Il y a presque un an, le président avait invité les partenaires sociaux pour leur présenter ses vœux. Et à cette occasion, il s'était clairement positionné pour favoriser le dialogue social et la concertation, notamment sur 2 principaux axes. La réforme de la protection sociale généralisée, mais également la refonte du système fiscal. Et à la suite de cette intervention, nous avons reçu un calendrier portant sur des discussions, des ateliers,
au niveau de la réforme de la protection sociale généralisée, un courrier venant de M. Mercadal. Et malheureusement, aujourd'hui, je regrette que ces ateliers, ces discussions, en tout cas, je ne les ai pas vus. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres organisations syndicales. On a de la chance de pouvoir échanger avec notre délégué interministériel qui est aujourd'hui présent. Et en fait, les informations, on les a à compte-gouttes et par son intermédiaire. Moi, j'aimerais des discussions beaucoup plus transparentes autour d'une table pour qu'on puisse chacun nous exprimer sur la réforme de cette protection sociale. C'est peut-être aussi aujourd'hui ce qui explique un peu l'absence des employeurs, parce que, voilà, à part Méré qui est aujourd'hui ici, mais la plupart sont absents. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Merci. Merci. Maëva. Merci Madame la Présidente. Bonjour aux invités, bonjour à tous. J'ai une question concernant le premier tiré des 4 recommandations. Est-ce que préciser les conditions du bénéfice voudrait dire que cela exclurait des retraités au bénéfice de cette prime qui équivaudrait par exemple à des critères d'éligibilité au bénéfice de la prime? Non, le seul critère restrictif, c'est d'avoir cotisé 5 ans. C'est tout. C'est le seul critère restrictif. Oui, il faut avoir cotisé plus de 5 ans. Voilà. Parce que ce sont les textes de la CPS qui le prévoient. Merci. D'autres avis? S'il n'y a plus d'avis, nous pouvons passer au vote. C'est bon? Eh bien, lui, d'accord. Oui, Madame la Présidente. Bonjour, chers collègues. J'attendais justement la liste des procurations. Voilà. Bonjour aux invités. Donc, comme d'habitude, hein, donc on connaît maintenant, on est rodé maintenant. Hein. Donc, ceux qui sont favorables, ben, vous levez la main et je ferai plein. Voilà. Qui est favorable au projet de loi qui vous est présenté aujourd'hui avec un avis favorable? Jean-Michel Ancin, Yana Yenko, Edgar Tayatua, Moana Mamadou Yotopu, Marc Bassinas, Martine Neza, Mere Trouillet, Heirani Nouveau, Andrea Royau, Léna Normand, Shang Tian, Tahia, Raymond Raoul, Makalio Folitou, Ina Utia, Moya Pereira, Yvette Mauri, Patrice Pohoué, Félix Fong, Avaiki Tewiau, Antonia Terinhorai, Vaitea Legaïk, Alain Teurier, Marguerite Lai, Karel Luciani, Louis Provost, Henriette Camia, Joël Cario, Patrick Galnon, Voltina Romantaro-Dauphin, Eugène Sommers, Maëva Van, Lucie Tiffenin, qui s'abstient, qui est contre. On passe aux procurations, si vous voulez bien. Madame Yvette, non, c'est pas bon. Ok. Monsieur Maroutia Vitrac, pour Madame Raymond Raoul. Madame Isabelle Trebuc pour Madame Andrea Royau. Madame Bayana Bonbridge pour Monsieur Karel Luciani. Pour. Madame Sandra Labey pour Madame Méré Trouillet. Madame Vairia Tehé pour Monsieur Patrick Galnon. Monsieur Stanley Elacotte pour Madame Moya Perret. Monsieur Maximilien Hawata pour Madame Martine Neza. Monsieur Ekinouï Porlier pour Monsieur Joël Cario. Et c'est bon. Voilà, Madame la Présidente. Et donc, notre projet d'avis est accepté
à 40 voix pour, 0 abstention et 0 contre. Nous remercions les invités pour qui nous avons donné notre avis sur ce premier texte. Nous allons donner la parole au rapporteur. Oui, bien évidemment, on va remercier l'ensemble des membres de la commission qui ont fait le maximum pour rédiger ce rapport et pour qu'il passe très rapidement en plénière, pour donner le temps à l'Assemblée de la Polynésie française de voter ce texte et pour que les arrêtés soient pris afin que les retraités puissent toucher leurs 26 000 francs avant le 31 décembre. Et on remercie les invités aussi qui nous ont bien aidés. On remercie l'équipe technique, le rapporteur Guillaume, et ainsi de suite. Donc, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à la commission. Merci au rapporteur. Pour la suite de notre séance de ce matin, nous proposons une suspension en attendant que les rapporteurs arrivent. Voilà, on vous rappellera.
l'assurance maladie du régime des salariés. Et pour ce deuxième texte, j'invite les rapporteurs, Mme Vaïtia Le Gaïc et M. Jean-François Benhamza, à me rejoindre en tribune et à donner lecture du projet d'avis. Merci. Je vous laisse la parole, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, chers amis. Désolé, je devais présider une commission à la CPS et d'où mon arrivée en retard. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je vais laisser la parole à ma co-rapporteure pour commencer à vous faire la lecture. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour à nos invités. Objet de la saisine. Le président de la Polynésie française soumet à l'avis du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française, CESEC, selon la procédure d'urgence, un projet de loi du pays portant maintien de la cotisation exceptionnelle pour contribuer à l'équilibre assurance maladie du régime des salariés. Grand 2, contexte et objectifs du projet de loi du pays. Depuis le 1er janvier 1995, la protection sociale généralisée PSG en Polynésie française assure à tous les résidents une couverture universelle et solidaire pour la maladie, les prestations familiales, la vieillesse et le handicap. La PSG s'articule autour de 3 régimes. 1. Le régime général des salariés RGS, contributif financé en quasi-totalité par les cotisations des assurés. 2. Le régime des non-salariés RNS, contributif principalement financé par les cotisations des assurés. 3. Le régime de solidarité de Polynésie française, RSPF, destiné aux plus démunis, financé par l'impôt, soit directement par l'affectation de ressources fiscales ou de la contribution de solidarité territoriale, CST, soit indirectement via des subventions versées par le pays, telles qu'issues du Fonds de la protection sociale universelle. Les 3 régimes sont administrés par un conseil d'administration commun et gérés par la Caisse de prévoyance sociale CPS. La réforme de 2022 visait à instaurer un régime universel avec des branches spécifiques pour la maladie, les accidents du travail, la vieillesse, la famille et le handicap. Selon l'objectif de créer un régime unique n'a pas été atteint. Le déficit structurel de la branche maladie du RGS. La PSG fait face à des déficits financiers, notamment le déficit structurel de la branche maladie du RGS, aggravé par la crise sanitaire de 2020. À fin 2023, le déficit cumulé de cette seule branche est évalué à 12,724 milliards de francs CFP. Ce montant tenant compte des recettes prévues pour la cotisation exceptionnelle. D'après l'exposé des motifs, cette cotisation permettra d'inscrire une recette pour le RGS, branche maladie d'un montant estimé de 2,5 milliards de francs CFP qui limitera le déficit prévisionnel pour 2025 du RGS tout en équilibrant le résultat global de la PSG. La mesure proposée et ses objectifs. Selon l'exposé des motifs, la réforme de la gouvernance intervenue en 2022, qui préfigure une réorganisation plus globale du système de la PSG, a été l'occasion de déterminer parallèlement les conditions préalables de la création d'un régime de couverture maladie unique auquel serait affilié l'ensemble des Polynésiens. Cet objectif est conditionné par l'assainissement préalable du risque maladie du régime des salariés. Par ailleurs, la réforme de la protection sociale prévue pour l'année 2025 est le reflet des actions entreprises pour réduire les déficits structurels de l'assurance maladie et, de manière plus globale, du système de la PSG. Dans ce contexte, le présent projet de loi du pays propose donc, comme cela a été le cas depuis 2019, de maintenir la cotisation exceptionnelle pour contribuer à l'équilibre de l'assurance maladie pour l'exercice à venir. Grand 3, observations et recommandations. Le projet de loi du pays appelle de la part du CESEC les observations et recommandations suivantes. À titre liminaire et pour mémoire, le CESEC rappelle que cette cotisation exceptionnelle avait déjà été mise en œuvre du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
L'institution avait été saisie de cette proposition et avait rendu un avis le 23 octobre 2018 que vous retrouverez en bas de page. Suite à ces recommandations, la loi du pays numéro 2019-5 du 31 janvier 2019 avait mis en place cette cotisation, je cite, pour une durée maximale de 4 années jusqu'à l'appurement complet du déficit cumulé du régime d'assurance maladie invalidité constaté au 31 décembre 2018, dont le montant sera approuvé par arrêté pris en Conseil des ministres. Et ça, c'est l'article LP 1er. Pour rappel, le projet de loi du pays ne prévoyait initialement aucune date limite à l'application de la cotisation exceptionnelle. Devenue caduque à fin 2022, cette cotisation exceptionnelle a été reconduite pour une année supplémentaire par la loi du pays numéro 2024-04 du 26 janvier 2024, pour laquelle le CESEC a rendu un avis le 29 novembre 2023, bas de page numéro 2. À l'instar de la reconduction proposée fin 2023 au titre de l'exercice 2024, l'urgence invoquée résulte de l'inscription de cette recette nouvelle au budget de la CPS pour l'exercice 2025. Grand 1. Sur le principe du maintien d'une cotisation sociale spécifique. Petit a. Sur l'absence d'impact sur le coût du travail. Au terme de l'exposé des motifs, je cite, cette opération neutre pour les employeurs et les salariés en termes de montant de cotisation globale n'impactera pas le coût du travail pour l'exercice concerné. En effet, une augmentation des cotisations de la branche maladie à la charge des employeurs doit impliquer, pour être neutre, une diminution des cotisations des branches accidents du travail et prestations familiales. C'est par le biais d'un arrêté pris annuellement au Conseil des ministres, après avis de la CPS, que sont fixés les taux de cotisation. Depuis le 1er janvier 2024, le taux pour le calcul de la cotisation exceptionnelle appliquée à la charge des employeurs est de 0,96%, celui des cotisations des prestations familiales est de 4,16% et celui des accidents du travail de 0,77%. Le CESEC relève que le présent projet de loi du pays propose de reconduire pour une année supplémentaire les mêmes taux. Pour autant, et ainsi que rappelé fin 2023, il convient de rappeler que, contrairement à la situation financière de la CPS en 2018, les réserves des branches accidents du travail et prestations familiales risquent, si ce dispositif devait être pérennisé, d'être mises en danger par la baisse correspondante des taux de cotisation. Il convient de rappeler que tant que le cloisonnement des branches, donc comportant une branche unifiée de l'assurance maladie, n'est pas effectué, il est possible de procéder à ces compensations entre la branche maladie et les branches prestations familiales et accidents du travail. Le CESEC s'interroge, une fois de plus, sur la marge de manœuvre dont pourra disposer le pays à l'avenir pour assurer le financement des prestations versées par la CPS, une fois le cloisonnement des branches mis en œuvre. Comme dans ses avis précédents précités, le CESEC recommande d'apprécier plus finement l'impact financier du dispositif proposé sur la branche des prestations familiales et sur la branche des accidents du travail. Il adhère au principe de réduire le déficit de l'assurance maladie tout en impactant pas le coût du travail, et ce, dans la perspective d'un assainissement global des comptes sociaux préalables à la mise en place d'une réforme globale de la PSG2. L'institution considère toutefois que le dispositif proposé ne permettrait pas, tout comme le précédent mis en place entre 2019 et 2022, ainsi qu'en 2024, de résorber de façon pérenne le déficit de la branche maladie. Petit b, une mesure nécessairement insuffisante. Le CESEC estimait en 2018 qu'en l'état, l'assurance maladie est un puits sans fond. Il n'était déjà pas persuadé que la mesure permettra d'atteindre l'équilibre dans les temps escomptés. Cette contribution ne participe que partiellement à la résorption de ce déficit dans l'immédiat. La dénomination de la cotisation le rappelle d'ailleurs puisqu'elle est destinée à contribuer à l'équilibre de l'assurance maladie et non à apurer le déficit de l'assurance maladie. Malgré l'instauration de certaines mesures et une situation de la branche assurance maladie en apparence équilibrée, le maintien de cette cotisation dite exceptionnelle ne fait que confirmer ces considérations. En outre, il est à rappeler que le 1% de la contribution pour la solidarité mis en place en 2022 pour justifier l'effort de cotisation par l'impôt dans le cas de la solidarité a permis d'équilibrer les comptes de la CPS. La présence de 5 représentants du gouvernement au conseil d'administration de la CPS était la contrepartie de cette participation du pays. Le conseil d'administration est ainsi passé d'une gestion bipartite employé-employeur à une gestion tripartite employé-employeur-gouvernement.
À ce jour, cette contribution d'ICPS a disparu et ne fait l'objet d'aucune compensation, ce qui aggrave encore la situation en entraînant entre 13 et 14 milliards de pertes de recettes en l'état du produit intérieur brut actuel du pays. En l'état, il est fort probable que, compte tenu de l'ampleur du déficit prévu pour 2025, hors assurance maladie exceptionnelle AME, ce dernier ne sera pas résorbé fin 2025. Le CESEC estime que le maintien de cette cotisation exceptionnelle doit s'effectuer sous la condition sine qua non que soient menées des actions de réforme importantes avec des effets à court terme. Il prend acte à cet effet qu'un projet de loi du pays lui sera présenté très prochainement concernant l'affiliation et prévoyant la fin de la primauté du RGS. L'objectif étant, selon le ministère en charge de la protection sociale, de faire basculer au RNS toute personne ayant une activité, quel que soit son régime et son niveau de revenu. Selon le délégué interministériel du dialogue social et de la protection sociale généralisée, les premières estimations de rendement sont de l'ordre de 3 milliards à 3,5 milliards de francs CFP. Toutefois, cette réforme n'aura pas d'effet significatif sur la branche maladie du RGS. Compte tenu des actions à mener en la matière, l'institution invite le pays à établir et à faire adopter auprès des parties prenantes un calendrier de réforme visant à renforcer et à structurer la protection sociale généralisée de la Polynésie française. En outre, l'activité économique propice à la création et au maintien de l'emploi doit être soutenue, les revenus du travail constituant la première ressource de la PSG. En tout état de cause, l'institution veillera à la bonne mise en œuvre de ces actions prévues pour 2025 qui devront être évaluées dans le cadre d'un bilan. Petit 2. Sur la nécessité de mesures fortes en 2025 visant à maîtriser les dépenses de santé. Dans un rapport rendu le 24 mars 2022, la Chambre territoriale des comptes fait état, en matière de protection sociale généralisée, des éléments suivants, je cite, « Les constats sur une situation préoccupante, maintes fois rappelés par toutes les parties prenantes, doivent laisser place à l'action structurée de long terme au moyen, notamment d'une coopération intégrée entre elles. Même si la Chambre a conscience de la difficulté de l'ouvrage, l'heure n'est plus ni au rapport, ni aux ajustements modestes, mais à la conduite d'une vision d'ensemble partagée et transparente, si l'objectif est de préserver le modèle social, entre parenthèses, voire l'améliorer, construit depuis plus de 50 ans, et le CESEC partage ses propos. Pour l'institution, l'assurance maladie est la branche du RGS dont le déficit est le plus préoccupant pour l'avenir, entraînant des mesures de correction en produits et des actions conventionnelles réglementaires et de contrôle en des postes de santé. L'enjeu reste toujours d'assurer une qualité des soins. Le CESEC rappelle une fois de plus qu'il a émis près de 109 préconisations en la matière dans un rapport rendu le 20 août 2010, en bas de page numéro 4, qui visait à, premier tiré, juguler la dérive des dépenses de santé et maîtriser leur évolution, deuxième tiré, anticiper et mieux intégrer la dynamique de vieillissement de la population, troisième tiré, rationaliser et diversifier les modes de financement, quatrième tiré, modifier les conditions et paramètres de prise en charge des risques sanitaires et sociaux, cinquième tiré, renforcer les systèmes d'évaluation et de contrôle de la PSG. Sur ce point, les partenaires sociaux considèrent qu'au-delà de la réforme globale de la PSG, un certain nombre de mesures fortes et de sujets techniques doivent être concrétisés, à l'instar notamment de la question des EVASAN, des molécules onéreuses, des établissements publics de santé, de la création de nouveaux paniers de soins, des parcours de soins et du ticket modérateur, sujets qui impactent de façon importante les dépenses de santé. Le CESEC constate une fois de plus que ces recommandations sont toujours d'actualité et invite le pays à les mettre véritablement en œuvre rapidement, selon le calendrier préétabli sollicité précédemment. Ces sujets techniques présentent l'intérêt d'avoir un impact à court terme sur les dépenses de santé. L'institution recommande à nouveau que le Comité stratégique de la protection sociale universelle, CSPSU, créé par la loi du pays numéro 2022-21 du 23 mai 2022 portant réforme de la gouvernance de la protection sociale généralisée, soit doté des moyens nécessaires à l'exercice de ses compétences. Pour rappel, le CSPSU, je cite, a pour vocation de suivre l'évolution des risques sanitaires et sociaux gérés par branche par la Caisse de prévoyance sociale, de formuler des propositions pour assurer l'équilibre financier de ces branches et la pertinence des prestations versées tant en numéraire qu'en opportunité. C'est l'article LP 21-2. C'est également à ce comité qu'il revient de proposer ce qui relève de l'assurantiel,
donc qui est financé par les cotisations des ressortissants, et ce qui relève de la solidarité, qui est financée par la fiscalité du pays. Cette réflexion est essentielle pour assurer le financement pérenne des dépenses de santé et garantir l'avenir de la protection sociale généralisée. En tout état de cause, il s'agit d'être innovant, afin de garder cette bonne prise en charge offerte à la population et acceptée de tous. Pour ce faire, la consultation de l'ensemble des parties prenantes, salariés, employeurs et professionnels de santé est primordiale et doit reprendre très rapidement, les travaux en cours étant interrompus depuis à présent 2 ans. Le CESEC recommande une mobilisation de tous, notamment au travers d'assises ou d'états généraux. L'institution rappelle qu'il a émis récemment 22 préconisations à court terme, à moyen terme et à long terme en matière d'auto-entrepreneuriat, notamment au regard des risques qui pèsent sur le modèle social en vigueur. L'institution invite le pays à s'en saisir et à les exploiter au mieux dans le cadre des actions de réforme à venir. Enfin, le CESEC insiste à nouveau sur la nécessité que la prévention contre les addictions, sucre, alcool, tabac, produits de vape, mauvaise alimentation et la lutte contre les substances toxiques et cancérigènes, notamment pesticides, perturbateurs endocriniens et glutamate de sodium, soient déclarées causes prioritaires. Seuls les changements d'habitude pourront avoir des effets à long terme, à moyen et long terme sur les maladies qui engendrent des dépenses considérables. L'institution considère que la responsabilisation des usagers du système de santé est essentielle, tout comme celle de l'ensemble de la société. Cette prévention doit être déclinée dès l'école primaire et se poursuivre dans tous les environnements des consommateurs. L'institution rappelle qu'elle a également émis de nombreuses recommandations en la matière. À cet effet, le CESEC sollicite le bilan du plan Prévention 2024 qui aurait été établi par le pays. Grand 4, conclusion. Le présent projet de loi du pays a pour objet de maintenir au sein du régime d'assurance maladie invalidité des travailleurs salariés issus de la délibération numéro 74-22 AT du 14 février 1974 une cotisation sociale spécifique dénommée cotisation exceptionnelle pour contribuer à l'équilibre assurance maladie du régime des salariés et créée pour l'exercice 2025 pour soutenir l'apurement du déficit cumulé du régime d'assurance maladie invalidité dans le cadre de la réforme de la protection sociale généralisée. Le CESEC adhère au principe de réduire le déficit de l'assurance maladie tout en n'impactant pas le coût du travail et ce, dans la perspective d'un assainissement global des comptes sociaux préalables à la mise en place d'une réforme globale de la PSG2. Il considère toutefois que le dispositif proposé ne permettra pas, tout comme le précédent mis en place entre 2019 et 2024, de résorber de façon pérenne le déficit de la branche maladie. L'institution regrette une fois de plus que la contribution pour la solidarité de 1% d'ICPS supprimée ne fasse l'objet d'aucune compensation aggravant la situation. Elle invite le pays à établir et à faire adopter auprès des parties prenantes un calendrier de réforme visant à renforcer et à structurer la protection sociale généralisée de la Polynésie française. Le CESEC veillera à la bonne mise en œuvre des actions prévues pour 2025. Un bilan de ces actions devra être établi et cette cotisation exceptionnelle ne devra pas être conduite en 2026 sans réforme de la PSG. En l'état, le CESEC estime que le maintien de cette cotisation exceptionnelle doit s'effectuer sous la condition sine qua non que soient menées des actions de réforme importantes. Des mesures fortes de maîtrise des dépenses de santé doivent absolument compléter ce dispositif ainsi qu'une réflexion sur les modes de financement pérennes, prenant en compte ce qui différencie l'assurantiel de la solidarité. Pour accompagner ces réformes, le CESEC recommande de doter le Comité stratégique de la protection sociale universelle de moyens pour fonctionner. L'institution invite également le pays à se saisir et à exploiter les 22 préconisations du CESEC émises dans son rapport d'autosaisine intitulé « Salariés patentés, complémentarité ou concurrence ». Enfin, le CESEC recommande que la prévention contre les addictions et la lutte contre les substances toxiques et cancérigènes soient déclarées causes prioritaires. Tel est l'avis du Conseil économique, social, environnemental et culturel sur le projet de loi du pays portant maintien de la cotisation exceptionnelle pour contribuer à l'équilibre assurance maladie du régime des salariés. Voilà, Madame la Présidente, chers membres. Merci bien, Madame, Monsieur le rapporteur. À présent, Mesdames et Messieurs les représentants, je vous laisse la parole. Léna, oui. Merci, Madame la Présidente.
Bonjour à tous. On nous soumet un projet de loi de pays qui évoque justement une contribution à l'équilibre de l'assurance de la maladie, notamment du régime des salariés. Moi, j'ai une observation par rapport à l'avis que l'Institut soumet. Aucunement, je note qu'il est évoqué les maladies suite aux rayons ionisants. Pourtant, des chiffres ont été communiqués, on parle de milliards par rapport aux maladies radio-induites. Donc, il me semble opportun quand même de le noter dans nos observations. Si on parle de prévention et donc de retenir comme cause prioritaire des perturbateurs endocriniens, etc., il est, à mon sens, utile de citer également les rayons ionisants. On parle de 800 nouveaux cas de cancer annuels. Est-ce que vous avez les stats par rapport aux nouveaux cas de cancer suite à la liste des 23 maladies radio-induites? Et est-ce que vous avez le nombre de salariés qui ont développé une des 23 maladies radio-induites et le coût que ça représente? Non, je vous avoue qu'on n'a pas du tout exploré cette piste-là, on n'a pas les chiffres. Je sais juste, d'après les études de budget entre 2024 et 2025, on avait une augmentation d'environ 2,4%, mais c'est quelque chose qui est récurrent, hélas, tous les ans, on a à peu près cette augmentation. Mais oui, vous avez raison, on aurait dû penser à le rajouter dans notre liste. Je ne sais pas si on a moyen de le faire compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu d'amendement qui a été déposé. Mais j'avoue qu'on devrait être un peu plus vigilant là-dessus. On a vraiment pensé les grosses difficultés que l'on voit devant nous, mais on n'a pas pensé à élargir un peu le spectre. Je m'en excuse. Léna? Est-ce que ce rajout aurait nécessité un amendement? C'est vrai que là, on parle de notamment, mais est-ce que c'est pas de la forme ou... Gallon, oui. Merci, Madame la Présidente. Évidemment, je partage à 200% ce que vient de dire notre collègue. Et en page 5-6, effectivement, le chapitre qui parle de prévention contre les addictions, sucre, alcool, tabac, et la lutte contre les substances toxiques et cancérigènes, il est dit notamment. Donc si notamment, ça veut dire qu'il en existe d'autres, je ne vois pas pourquoi on ne rajouterait pas produits. C'est de la forme, puisque c'est entre parenthèses en plus. On va faire ça. Donc, à mon avis, rajouter les rayons ionisants, comme précise notre collègue, moi je serais pour, autrement je suis désolé, je ne pense pas que je suivrai le vote de ce projet. Merci M. Gallon. Ben, on va rajouter notamment les maladies ionisantes juste après les cancérigènes, quoi. On va le rajouter. Ce sera donc un changement de forme. Léna, oui. Sans vouloir me contredire, quand on parle de prévention, c'est de prévenir, effectivement. Là, les essais ont eu lieu, mais les déclarations sont constatées, d'année en année. Donc, c'est juste faire attention à la rédaction du paragraphe. Prévention, c'est mener des actions pour éviter des comportements, alors que là, en fait, les gènes ont été modifiés. Donc, c'est une action passée qui fait que les personnes peuvent développer des cancers radio-induits. Oui, mais rassurez-moi, on peut quand même parler de la prévention.
Il y a de la prévention, Voilà, c'est pour ça qu'il y a Octobre Rose, le dépistage précoce, etc. Donc, mais c'était pour marquer le coup que la cause, elle est passée, mais les conséquences se font sentir et reconnaître des décennies après. Mais quoi qu'il en soit, il faut le noter, à mon sens. Oui, Monsieur Gallon. Merci, Madame la Présidente. Dans mon intervention, il s'agissait évidemment de la deuxième partie. Il ne s'agit pas bien sûr que la prévention contre les rayons ionisants doit continuer de se faire, mais je faisais allusion à la lutte contre les substances toxiques et cancérigènes, notamment on mettrait les rayons ionisants, et c'est donc au CESEC à imaginer qu'il faut se prévenir de ces... Et nous avons déjà reçu, mais c'est implicite, si nous mettons substances toxiques et cancérigènes, notamment pesticides, perturbateurs endocriniens, glutamate de sodium et rayons ionisants. Dans notre esprit, on sait de quoi on va parler, et j'espère que ça satisfera notre collègue. En tous les cas, moi, ça me... Très bien, c'est ce qu'on a prévu de faire. Hein. Voilà. Alors bon, la prévention, bien entendu, mais je pense qu'il ne faut pas... je pense que si on rajoute ça, de toute façon, le débat, nos invités ont bien entendu nos débats, et les représentants du gouvernement savent de quoi on veut parler. Merci, oui, Léna. Oui, je rejoins effectivement notre collègue Patrick sur sa précision. Et j'en profite pour rebondir justement sur ce que vous avez noté. Le CESEC recommande une mobilisation de tous, notamment au travers d'assises ou d'états généraux. Oui, ce serait le bienvenu, pour qu'enfin aussi on reparle justement des conséquences des essais nucléaires. Tant que je peux, en tant que représentant des associations antinucléaires et notamment des victimes, je l'évoque. C'est évoqué par-ci et là, mais il manque encore d'actions fortes. J'espère que là-dessus vous me rejoignez. 12 000 cas recensés par la CPS. Le point de blocage, c'est le 1 millisievert. Le CIVEN, donc l'entité de l'État, reconnaît quand elle souhaite justement que telle personne est victime des essais nucléaires. Mais il semble manquer encore une action forte du pays. Donc si on pouvait tous s'unir et si effectivement ce que vous proposez là, des assises ou des états généraux, si ça venait à se mettre, ce que je souhaite, il faudrait que ce sujet soit évoqué. Merci. Edgar. Merci, Madame la Présidente. Moi, ça serait plus une explication de texte que je vais demander. C'est à la page 3/6, le deuxième paragraphe. C'est le mot préalable qui est à la dernière ligne qui me dérange. Je vais lire. Hein. Donc, il adhère au principe de réduire le déficit de l'assurance maladie tout en n'impactant pas le coût du travail, et ce, dans la perspective d'un assainissement global des comptes sociaux préalable à la mise en place d'une réforme globale de la PSG. Ça veut dire, enfin moi ce que je comprends, c'est qu'il faut qu'il y ait un assainissement des comptes global pour qu'on puisse faire la réforme de la PSG. Je l'ai comprise comme ça, moi, la ligne. C'est ça, hein? Enfin, moi, je le comprends comme ça. Ça veut dire qu'il faut que les comptes soient assainis pour qu'on puisse faire la... Or, nous, c'est pas ce qu'on demande. Nous, on veut qu'il y ait la réforme de la PSG. Enfin, oui, en fait, c'est vrai que c'est maladroit la façon dont c'est rédigé. En réalité, l'idée, c'était de dire qu'à partir du moment où on veut mettre en place une réforme globale de la PSG, il va falloir qu'on parte sur des bases comptables qui soient saines. L'idée, c'est de dire, certes, il faut qu'on mette en place une réforme de la PSG, mais on ne va pas mettre en place une réforme de la PSG si on a des comptes qui descendent en permanence. Donc il y a une maîtrise un petit peu des coûts qui doit être mise en place à partir du moment où on sait où on va, et c'est une des raisons pour laquelle on l'a mis, c'est parce qu'on est face à cette aide exceptionnelle qui finalement dure dans le temps, et ce qu'on voudrait, c'est qu'on arrive à
à faire en sorte qu'on arrête de descendre, d'avoir du déficit pour que la réforme de la PSG puisse avoir ses pleins effets. Sinon, elle servira juste à essayer de combler un trou. Mais la façon dont c'est rédigé, on peut aussi le comprendre comme vous le dites. Donc si c'est possible et si c'est une question de forme, je propose, Madame la Présidente, qu'on enlève ce préalable. Puisqu'effectivement, il prête à confusion. Merci, merci Edgar. Lucie. Merci, Madame la Présidente. C'est juste un peu pour répondre à Edgar, enfin, si je peux. Hein. En fait, tu as bien soulevé un petit souci, donc compréhension pour tous les membres, effectivement. Quand il y a eu la réforme de 2022 avec le nouvel mode de gouvernance, puisque aujourd'hui, la CPS est gérée par 15 administrateurs et un seul conseil d'administration, avec en plus les 1% de CPS, donc de contribution là, qu'on a annulé. Et donc, forcément, il aurait fallu, dans cette réforme, déjà au départ, apurer tous les déficits pour créer une caisse unique. C'est ça l'idée. Quand on va tout rabattre dans une seule caisse, et normalement, il faudrait qu'il y ait plus de déficit pour pouvoir regrouper tout le monde sous une caisse unique. C'était ça l'idée. Hein? Voilà. Après, il y a eu changement de gouvernement. Voilà, c'était ça. Raymond, oui. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais revenir sur le terme de préalable donc, à la mise en place de la réforme globale. C'est dans l'exposé des motifs. On parle, dans le premier paragraphe, cet objectif, donc l'apurement, est conditionné par l'assainissement préalable du risque maladie du régime des salariés. Donc, c'est un préalable qui est visé avant la mise en place de la réforme globale. Par contre, moi, j'ai une question à poser, si vous le permettez. À la page 3 sur 6, en petit b, on nous met que la dénomination de la cotisation, le rappelle d'ailleurs, puisqu'elle est destinée à contribuer à l'équilibre de l'assurance maladie et non à apurer le déficit de l'assurance maladie. On le redit dans la conclusion et pourtant, on ne fait aucune allusion au texte lui-même qui parle d'apurer. Alors qu'on essaie de viser donc un certain équilibre, on n'arrive pas à apurer puisque ça se cumule d'année en année, c'est bien ce qu'on a vu, puisqu'au bout de 4 ans, on n'est pas arrivé à apurer. Pourquoi remettre encore, soutenir l'apurement du déficit? Pardon, excusez-moi. Merci. En fait, ça a été apuré en 2022. Ça devait disparaître. Et ça n'a pas disparu. Et là, aujourd'hui, c'est fait pour essayer d'assurer l'équilibre. Ouais. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, c'est à ça que ça sert. Au départ, c'était pour apurer une dette. Mais ils le remettent dans le texte. Bah oui. Malheureusement. Merci. Patrick, oui. Oui, excusez-moi, merci Madame la Présidente. Est-ce qu'on peut revenir sur la proposition de notre collègue Edgar Taïtoua concernant le mot préalable, parce que si vous l'enlevez, la phrase ne veut plus dire grand-chose. Je ne sais pas comment on peut remettre une phrase qui dirait justement l'assurance maladie, il y a une partie assurantielle et une partie qui est solidarité. Et je pense que c'est là le nœud du problème. Et là, ce n'est pas suffisamment clair, effectivement. Et quand bien même on retirait le mot préalable, ça n'a pas tellement de signification. La phrase, je ne sais pas.
j'aurais préféré qu'on fasse une distinction claire entre ce qui est assurantiel, ce qui dépend donc de l'assurance maladie, qui est la CPS, et de tout ce qui est solidarité, qui dépend évidemment du pays. Alors, je ne sais pas comment on peut s'en sortir de cette notion de préalable-là. Parce que si vous l'enlevez, ça ne veut pas dire grand-chose. Assainissement global des comptes sociaux à la mise en place d'une réforme. En fait, Monsieur Galmon, ce que je propose, c'est qu'on enlève le préalable A et on le remplace par pour la mise en place d'une réforme globale de la PSG. Oui, à ce moment-là, la phrase prend du sens. Voilà. Ça répond à la demande d'Edgar, même si, comme ça a été évoqué, ce terme est dans l'exposé des motifs. Mais en ce qui nous concerne, ça permettra d'être plus clair par rapport à ce que l'on souhaite. Si vous en convenez, on peut faire ça. Ça pourrait être de forme. Mais le sens de la phrase change un peu. Voici donc la proposition qui nous est proposée là. Le terme préalable sera remplacé par pour. Ça donne en phrase: il adhère au principe de réduire le déficit de l'assurance maladie tout en n'impactant pas le coût de travail, et ce, dans la perspective d'un assainissement global des comptes sociaux pour la mise en place d'une réforme globale de la PSG. Alors, voici la proposition qui vous est soumise. Est-ce que vous êtes d'accord? On passe au vote. À main levée. Qui est pour? Pour. Il y en a qui sont contre? Merci. Alors on va peut-être commencer par les contre. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Joël Carillo et Raymond Raoul. Et Méré Trouillet. Donc je suppose que le reste, Madame la Présidente, sont favorables. Merci bien. Donc c'est pour. On continue. Vos avis, vos propositions. Méré. À mon sens, cette cotisation, elle ne devrait plus s'appeler exceptionnelle, elle devrait s'appeler cotisation d'équilibre. Parce que si chaque année, en fin d'année, on retrouve toujours ce genre de projet de texte, ça devient plus exceptionnel. Équilibre. Je suis d'accord avec toi, Méré. Seulement, voilà, il y a des employeurs qui ne sont pas d'accord pour que ça se devienne une subvention d'équilibre. Voilà. Et comme c'est eux qui payent, ils ont quand même le droit de s'exprimer là-dessus. Mais est-ce qu'on a le choix, nous, employeurs? Ça nous est souvent imposé. On aura le choix à partir du moment où il y aura une réforme qui sera suffisamment cohérente pour mettre les comptes à l'équilibre sans qu'on ait besoin d'utiliser une cotisation exceptionnelle. Et c'est l'idée. L'idée, c'est de dire, voilà, on va la payer, mais il faut nous montrer qu'il y a des réformes derrière. Il faut nous montrer qu'il y a des actions qui vont être entreprises pour que les comptes soient équilibrés, tout en maintenant cette protection sociale. C'est tout. C'est tout. C'est juste le sens de la vie. En tant que représentant de la FGC, on est les premiers impactés, sachant que nous, par exemple, tous les délais de carence, ils n'existent pas dans notre secteur. Les employés peuvent être malades autant de fois qu'ils veulent. Il n'y a jamais un jour, en fin de compte, qui est à leur charge. C'est toujours l'employeur qui les paye. Alors que dans les autres secteurs, c'est différent. Alors, Lucie, oui. Merci, Madame la Présidente. Pour répondre à Mireille, effectivement, en ce moment, la FGC essaye de faire en sorte de modifier la convention collective concernant le délai de carence et de faire en sorte que les dispositions du Code du travail s'appliquent.
Parce qu'aujourd'hui, c'est une disposition du Code par une délibération qui prévoit qu'effectivement le délai carence est appliqué dans tous les secteurs, sauf les secteurs où il y a des conventions collectives qui prévoient effectivement le maintien du salaire, du versement des salaires pendant toute la période pour maladie. Il n'y a pas de délai. C'est ça que. Mais effectivement, il faut savoir que cette convention collective, elle date de 1976. Elle n'a jamais été toilettée puisque les partenaires sociaux, surtout le patronat, a toujours été contre la modification, de faire des avancées dans ces conventions. C'est pour ça que votre secteur est pénalisé. À l'époque, dans les années 76, les partenaires sociaux de l'époque ont privilégié le maintien des salaires en cas de maladie. C'est pour ça que votre secteur est comme ça aujourd'hui. Alors qu'il y a d'autres secteurs, originellement, qui ont changé puisque les conventions, je veux parler de l'industrie en 87, c'était en pleine période, il y a eu des discussions sur les délais de carence, eux n'appliquent pas. C'est ça, votre convention, elle date de 76, vous vous rendez compte? Et à cette époque-là déjà, les patrons qui étaient là ont souhaité maintenir. C'est tout. Maintenant, pour changer, il faut que tous les partenaires sociaux se mettent autour de la table pour discuter. Et ce n'est pas encore prêt. Voilà. Merci. S'il n'y a plus d'avis, nous allons passer au vote. Nous passons au vote à présent. Madame la Présidente, je souhaiterais qu'un des rapporteurs nous lise les conclusions et surtout la dernière phrase concernant la nature de l'avis qui est proposé par la Commission. Comme ça sera clair pour tout le monde. Chacun pourra s'exprimer comme il se doit. Si c'est possible. Vous souhaitez qu'on lise le vote, c'est ça? Tel est l'avis. Donc, tel est l'avis du Conseil économique, social, environnemental et culturel sur le projet de loi du pays portant maintien de la cotisation exceptionnelle pour contribuer à l'équilibre assurance maladie du régime des salariés. Alors, pour les présents, il y a quelqu'un qui veut intervenir, Madame la Présidente. Patrick, oui. Je voudrais, si vous permettez, Madame la Présidente, de revenir sur le dernier paragraphe, tel est l'avis du Conseil économique, social et environnemental. Évidemment, à titre de notre confédération, ne se satisfait pas de cet tel est l'avis. Parce que, pour les raisons évoquées, notamment pour, en fait, les explications qui nous ont été données ne sont pas complètes. Il faut savoir que cette prime ou cette contribution exceptionnelle est une contribution qui, à l'origine, était due pour l'habitation des salariés. C'est de là que vient l'origine de cette... Et donc, il est clair que n'ayant pas l'explication de base, certains voudraient nous faire croire que nous on paye, etc. Mais de toute façon, si cette prime-là était, annulée, nous, au niveau je suppose, des confédérations syndicales, on va se retourner en disant mais cette somme d'argent, normalement, à la base, c'était pour l'habitation des salariés. Et aujourd'hui, aucune réglementation ne permet aujourd'hui de faire en sorte que les salariés puissent avoir des habitations correctes. Il faut savoir, Madame la Présidente, qu'aujourd'hui, il y a des salariés qui logent dans leur voiture, alors qu'ils sont aujourd'hui salariés. Alors, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas de salaire ou qui n'ont pas de travail. C'est encore, je suppose, beaucoup plus pénible. C'est pourquoi je suis un peu réticent sur tel est l'avis, parce que dans mon sens, il faut se rappeler de cette histoire pour que l'avis puisse être bon. À ce moment-là, si c'était un échange, on nous aurait bien expliqué
que, effectivement, cet argent, ça devrait être payé par le patronat pour l'habitat, mais comment nous n'avons pas créé la structure adéquate, ça a été transformé pour que cet argent puisse aller vers la maladie des salariés. Voilà l'explication. Et je ne la vois pas malheureusement dans le texte. Et dans mon sens, au pire, je vote contre. Au mieux, je m'abstiens. Autrement, dans mon esprit, en tous les cas, si tel est l'avis favorable du Conseil économique et social, oui, là, je serai pour. Mais je trouve que, malheureusement, l'historique n'a pas été retracé comme il aurait fallu. Voilà. Jeff. Merci, M. Gagnon, pour cette intervention. J'ai juste une question. Est-ce qu'on n'est pas... Là, on doit se prononcer sur l'AME, et est-ce qu'on n'est pas en train de parler du FSRE? Et si on parle du FSRE, pourquoi voulez-vous qu'on le mette dans cet avis, puisqu'il concerne l'AME? On ne parle pas de la même chose. Donc, le FSRE, on est d'accord, on en a parlé. D'ailleurs, vous étiez présent pendant les débats. C'est effectivement quelque chose qui doit servir à l'habitat des salariés. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. Seul point, c'est les modalités d'application pour éviter que ça aille à l'OPH comme ça l'était, puisqu'on a vu que ça a été une vraie catastrophe. Donc là-dessus, patronat et syndicats sont d'accord pour discuter des modalités, à partir du moment où on va savoir quand est-ce qu'on va récupérer ce FSRE. Et donc on a le temps jusqu'à la récupération de ce FSRE pour trouver les modalités. Il n'y a pas le feu au lac, là, du coup. Là, on parle juste de l'AME. Donc, dans ce texte-là, on est obligé de se conformer à ce sur quoi on nous interroge. C'est tout. Il n'y a pas eu une volonté d'écarter cela du débat. C'est juste qu'on s'est recentré sur l'AME, puisque c'est ce qu'on nous demande. On nous demande de nous prononcer sur l'AME. C'est tout. Merci. Avec Inouï. Oui, merci Madame la Présidente. En fait, au-delà de l'intervention de M. Gagnon, je souhaitais juste rappeler que, et puis il me semble en fait que c'était M. Benhamza et moi-même qui avons défendu pour 2024, qui avons été co-rapporteurs sur cette même mesure. Et dans les conclusions, il me semble qu'en fait, on était parti pour une dernière année et non pas une de plus. Et donc, est-ce que c'est ça qui vient justifier le tel est la vie ou... En fait, il était compliqué de se prononcer contre pour une simple et bonne raison, c'est que c'est déjà dans le budget qui a été voté par la CPS. Donc à partir du moment où on a validé le budget, et où c'est dans le budget de la CPS, compliqué de dire « ah ben on est contre ». On pouvait à la limite dire « on est pour ». Mais plutôt que de dire « on est pour », on a mis un certain nombre de préconisations, et compte tenu de la liste des préconisations qui tient presque sur 2 pages, c'est compliqué de dire qu'on est pour. On dit, telle est la vie, on a tellement de choses à expliquer. Et vous l'avez vu, on en a quand même mis un paquet. Merci, je vois mieux la subtilité. Voilà, c'est juste ça. Hein. Martine. Merci Madame la Présidente. On pourrait considérer que ce n'est pas la peine de demander l'avis si c'est déjà fait. Ça en devient indécent, quoi. Excusez-moi, hein, mais bon, j'étais à l'école, mes parents m'ont donné une éducation, voilà. Donc, c'est ce que je dis, c'est pas ce que c'est. Là, on est dans le cœur du problème. Il y a des obligations réglementaires, il y a des budgets, il y a des obligations, il y a des choses qu'on doit mettre en place dans le terrain de façon concrète, mais avec toutes les tracasseries, entre guillemets, et demande de passer au CESEC et à l'Assemblée pour être validé, etc., on voit bien qu'on est en train de se mordre la tête à chaque fois pour trouver des solutions. On peut pas non plus bloquer le budget de la CPS compte tenu des enjeux en disant c'est pas passé au CESEC et c'est pas passé à l'Assemblée, donc on vote pas le budget et on va partir comment? On va faire quoi, hein? À un moment donné, on est un peu obligé de bouger les lignes. Hein.
c'est un peu ce que je dis quand je parle de mettre des ronds dans des carrés. Hein. C'est un peu l'obligation qu'on a. À un moment donné, on est face à des difficultés, il faut faire avec, quoi. À présent, nous pouvons passer au vote. Oui, Madame la Présidente. Donc, il n'y a plus de remarques. Donc, nous allons passer au vote. Donc, sur tel est l'avis, tel que vous a été présenté tout à l'heure par monsieur le rapporteur. Alors, allons-y. Qui est favorable au projet d'avis? Jean-Michel Onsan, Diana Yanko, Mona Mathieu Hotapu, Marc Barcinas, Martine Neza, Andrea Royal, Léna Normand, Tahia Changtian, Joël Carillo, Raymond Raoul, Makalio Folitou, Ina Outia, Patrice Pohoué, Galnon Patrick, Félix Fong, Abaiki Tewio, Antonia Ter Inhoray, Alain Terrier, Karel Luciani, Louis Provost, Henriette Camia, Moya Pereire, Jean-François Benhamza, Vaïtia Le Gaïc, Voltina Romantar Dauphin, Eugène Sommers, Lucie Tifna. Qui s'abstient? Alors, dans la salle. Méré Trouillet, Hérani Nouveau, Maïba Vanna. Qui est contre? Edgar Tayatoua. Passons aux procurations. Alors, Madame Yvette Temauri pour Madame Ina Outia. Marotia Bitrak pour Madame Raymond Raoul. Madame Isabelle Trebuc pour Madame Andrea Brohiao. Madame Bayana Bombridge par Monsieur Karel Luciani pour. Madame Sandra Labéi pour Madame Méré Trouillet. Abstention. Monsieur Thierry Mosser par Monsieur Jean-François Benhamza pour. Madame Veiria Tehé pour Monsieur Patrick Galnon pour. Stanley Elacote pour Madame Moya Pereire pour. Monsieur Tekinoui Porlier pour Monsieur Joël Carillo. Monsieur Maximilien Hawata pour Madame Martine Neza pour. Voilà, Madame la Présidente, tous les votes ont été exprimés. Merci. Donc, notre projet d'avis est approuvé par 38 voix pour, 1 contre et 4 abstentions. Il est approuvé. Merci Madame la Présidente. Voilà, merci pour votre vote. Je voulais juste, si vous le permettez, paraphraser un monsieur qui s'appelle Condorcet, qui a vécu sous la Révolution française. Et quand on lui parlait d'éducation, il disait « Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance ». Et moi, j'ai envie de le paraphraser sur la prévention. Si vous pensez que la prévention coûte cher, essayez la maladie. Et pour vous donner un ordre d'idée, en 2024, ça nous a coûté 69 milliards. Voilà. Donc la prévention, je pense qu'il est grand temps de faire des grands travaux, me semble-t-il. Je souhaiterais remercier la commission,
le président de la commission pour son aide précieuse, ainsi que Tekura, notre conseillère technique, qui a fait un travail remarquable. Merci à eux. Et bien évidemment, ma co-rapporteure. Martine, oui. C'est bien pour ça, pour ma part, que malgré ce que je vous ai dit juste avant, je vote pour. On est bien d'accord. Merci bien, Madame, Monsieur les rapporteurs. Merci beaucoup les invités pour votre présence. Merci aux membres pour le vote. Vous pouvez disposer. Donc, nous avons un troisième point. Merci encore les invités. Si vous avez des questions, sinon je rappelle aux membres du bureau que nous avons une réunion dans la salle Tourama suite à la réception d'une nouvelle saisine pour l'affiliation au RNS. Si nous n'avons pas d'autres questions, ben, je clôt la séance. Merci bien, on se retrouve, n'oubliez pas vendredi, hein? Ou sinon on a des commissions encore. Hein?